Bonjour les quatrièmes, je vais procéder à la correction vidéo de la séance 5 sur le texte d'Ovide. Alors, j'ai reçu beaucoup de corrections, je suis très contente, je dois vous le dire. Alors, tout n'est pas parfait, mais je suis contente de l'implication. C'est-à-dire que vous avez respecté le délai et vous avez rendu en groupe votre travail. Donc, comme vous avez fait cette démarche-là, je fais la vidéo dès maintenant pour que vous l'ayez demain matin. Comme ça, si demain matin vous avez envie de recommencer pour l'entraînement, je sais que certains sont sérieux et certains ont envie de le faire pour progresser. Donc, si vous avez envie, il n'y a pas de souci, vous pourrez recommencer. Comme il y a eu des feuilles, vous avez rendu des copies groupes. Et bien demain, si vous voulez, vous pourrez remplir une copie individuelle avec seulement vos propres mots à vous. Et vous pourrez me la rendre si vous en avez envie. Bien entendu, comme c'est la veille des vacances, je suis pas très sûre, mais bon, je vous invite à le faire si vous en avez envie pour progresser, puisque là, vous aurez la correction. Donc, je rappelle ce qui était à faire. On avait le texte d'Ovide, qui était une lettre fictive qu'il invente. C'est un homme, Ovide, et c'est un auteur de l'Antiquité qui va inventer et se mettre à la place d'une femme. Et cette fois-ci, on va avoir le point de vue. Donc, dans tout son recueil, il n'y a que des lettres de femmes, d'héroïnes qui sont célèbres. Et une des premières de son recueil, c'est celle de Pénélope. Et Pénélope, elle va écrire à Ulysse. On connaît tous l'histoire d'Ulysse et Pénélope, normalement. Ulysse, le héros de la guerre de Troie. Donc il est parti 10 ans déjà en guerre. C'est lui qui va avoir l'idée d'entrer le cheval de Troie à l'intérieur de la ville. Vous savez, l'image de ce grand cheval de bois, et les hommes vont être cachés dedans, comme un leurre, comme un cadeau, et les Troyens vont faire entrer ça dans la ville, et ça va causer leur perte, puisque la nuit, ils vont sortir du char, et ils vont aller tuer et ouvrir les portes, pour gagner la guerre. Suite à ça, Ulysse va rester 10 ans en absence, de nouveau, puisque les dieux vont l'empêcher de rentrer chez lui. Et Pénélope va l'attendre, donc, 20 années. Parmi donc ces 20 années, on imagine que vers la fin, il y a quand même des indices temporels dans la lettre, j'espère que vous les avez vus. Vers la fin, on devine que on est presque à 20 ans d'attente, en tout cas c'est une très longue attente, puisque dans la troisième strophe, son père, à Pénélope, la pousse à arrêter d'attendre Ulysse et à se remarier. Donc on imagine bien que son père n'aurait pas fait ça au tout début, et que cet indice textuel nous montre que l'attente dure depuis un certain temps. Alors justement, c'est comme ça qu'il fallait procéder. La méthode que je vous apprends depuis la rentrée, c'est que vous prenez un indice textuel, champ lexical, figure de style, même un temps conjugué qui pourrait vous aider, une prosodie, une syntaxe, les phrases longues, les phrases courtes, voilà. Tout ça, ce sont des indices textuels qui vont être les arguments à vos hypothèses de lecture. Et ici, il fallait entendre par hypothèse de lecture, essayer de m'expliquer le texte. Alors, il y a eu plusieurs façons de faire. J'ai eu des copies qui m'ont rendu quand même, on va dire, la partie brouillon. Moi, ce que j'appelle la partie brouillon, vous savez, c'est quand vous écrivez sur une feuille vos idées. Et après, elles ne sont pas rangées, forcément. Et quand vous rendez la copie, ben, c'est un peu, pas dans tous les sens, mais... Alors, soit j'ai eu des analyses linéaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que j'ai eu un groupe qui a fait vers après vers, pour m'expliquer la lettre. C'est une méthode, ça, d'analyse, qui est tout à fait possible, mais au brouillon. C'est-à-dire que vous le faites pour vous. Et ensuite, quand vous avez terminé d'analyser votre lettre, vous rassemblez les idées et vous me faites des paragraphes avec des alinéas pour me donner votre réponse. Et là, certains ont essayé de le faire, surtout le groupe de Bastien, Aymen et Tommy. Là, vous avez essayé de me rendre ça sous forme de paragraphe. D'autres, non. Vous m'avez un peu dissocié les figures de style et les hypothèses. Les figures de style et les hypothèses, elles sont ensemble. On est en train d'expliquer le texte. Donc, vous me faites un premier paragraphe avec votre première hypothèse, à l'intérieur desquels vous allez développer les indices textuels qui vous ont aidé à avoir cette hypothèse-là. Donc, comment je vais faire pour corriger?
étant donné qu'on n'est pas en interactivité. Et histoire de pas trop vous endormir, puisque j'ai pas le texte qui s'affiche, etc. J'ai pas trop envie de faire de montage. Je vais essayer de faire une vidéo courte. C'est vraiment juste pour vous aider à comprendre le texte. Donc je vais d'abord vous parler de ce que vous avez fait, et ensuite je vous ferai la correction de ce que j'attendais, de ce qu'il fallait à peu près faire, hein, mais de façon très concise. Donc, ce que vous avez fait, et qui est ce que j'attendais. La situation d'énonciation, parfait. Ça, franchement, ça commence à rentrer. Vous avez tous commencé à me dire que la personne qui parle, c'est Pénélope, et d'autres, après, se sont un peu trompés. Alors, à qui elle parle, Pénélope? Ça paraît évident pour certains, mais d'autres ils n'ont pas su voir. Elle parle tout au long de sa lettre à un destinataire qui est Ulysse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quel était le message? Le message de cette lettre, qui est en fait écrite par une seule personne et qui est face à un être aimé absent. Ça, vous pouviez me le dire, par exemple, en introduction. Vous pouviez me dire que le message, c'était une lettre, une attente amoureuse. En plus, on l'a vu hein, dans d'autres séances. Toujours cette même thématique de la... Comment dire? Alors, de l'amoureux, là, c'est la première fois que vous voyez la place de la femme. J'ai fait exprès de choisir quand même un protagoniste, enfin un personnage féminin qui serait l'auteur de la lettre. Vous avez vu une auteure, une poétesse. Donc Louise Labbé, vous avez vu, c'était une femme qui a parlé, et cette fois-ci, c'est un homme qui prend la place d'une femme pour expliquer ce qu'il ressent. Mais on est toujours, donc à chaque fois j'ai changé, mais on est toujours, vous voyez, dans la même thématique, c'est un être qui est présent avec son amour dans son écriture et qui est en train de l'exprimer à quelqu'un qui est absent. L'absence de l'être aimé. Ici, c'est Ulysse qui est parti à la guerre d'abord, et ensuite, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, elle a juste l'information que son mari est parti à la guerre et que ça fait plus de 10 ans, presque 20 ans, qu'il est absent, ce qui est quand même énorme. Et donc, il faut vous mettre vraiment à la place de l'histoire dans laquelle il n'y a ni téléphone, ni écran, ni coursier, mais quand même, en 20 ans, effectivement, il aurait pu envoyer des lettres lui aussi. Et elle n'a pas reçu de lettres. Malgré cela, elle reste fidèle. Ça, vous l'avez tous vu et entendu, puisque dans la 3e strophe, à la fin, vous avez une espèce de chronologie en fait. Première strophe, 2e strophe, 3e strophe. Ça, j'espère que vous l'avez vu, et ça, vous auriez pu m'en parler au début. C'est-à-dire que la première strophe, vraiment, elle reprend ici... attendez, hop. Elle reprend, voilà, personne ne me répond, viens en personne, vainqueur, tu es absent et je ne puis apprendre la cause. Et elle pose, au 3e vers, elle pose déjà ce que va être sa lettre. Elle va essayer de donner des hypothèses de cette cause de l'absence. Donc 2e strophe, c'est ce qui se passe. On a des hypothèses, on en a 2 particulièrement d'hypothèses, ça a été à vous de me les donner. Qu'est-ce qu'elle va imaginer dans sa tête, dans son écriture, comme hypothèse plausible d'une non-réponse de son mari pendant 20 ans. Et enfin, conclusion, eh bien, après avoir exposé sa souffrance, développé son amour et surtout son attente et enfin sa souffrance, elle va arriver à la 3e strophe où elle va nous faire comprendre à tous qu'elle reste Pénélope. Et elle le sera pour toujours. Nous, vous entendez bien ici qu'il y a un double discours. Il y a Pénélope qui parle à Ulysse, mais nous qui sommes du 21e siècle, on connaît Pénélope et Ulysse. C'est que Pénélope et Ulysse, ils sont devenus un couple légendaire. C'est ça qu'il est en train de chanter, on va dire chanter dans le sens, il est en train d'écrire au vide comme un poète le chant d'amour de Pénélope et d'Ulysse. Ça, c'est l'introduction à peu près quand vous avez fait du travail autour de votre texte. Maintenant, revenons à ce qui était demandé, nous, à notre niveau, hein, en 4e, tout simplement, de façon un peu plus basique. Vous auriez pu dire quoi? Vous auriez pu dire que c'était un message qui était une lettre d'amour d'une femme présente qui souffre à un être aimé qui est absent. Ça, vous pouviez le dire, c'était tout à fait simple et à votre portée. Elle va imaginer les causes de son absence, ça aussi, vous pouviez me le dire.
Maintenant, l'épreuve. Alors, vous allez développer plusieurs choses. Dans le groupe de... donc, on va revenir sur les figures de style que vous avez données. Hein, c'est pas la peine que j'en développe d'autres. Je vais surtout revenir sur les figures de style que vous avez données. Comme ça, on va avoir les enfin, vous allez avoir les corrections. Donc, je vais commencer par le groupe de Bastien, Tommy et Aymen, parce qu'ils ont commencé par des figures de style qui sont du début de la, lettre. La plus facile, c'est cœur de fer. Cœur de fer, tu te caches. Alors là, il y en a deux. Vous avez bien vu, en fait, dans le groupe, qu'il y avait quelque chose. Mais alors quoi? Vous vous êtes un peu embrouillé, en fait, dans l'explication. En règle générale, tous les groupes ont bien réussi à m'isoler les figures de style, et pour l'instant, vous êtes en apprentissage de les expliquer. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que vos contrôles, je vais bientôt vous les rendre, vos évaluations sur les figures de style. Ne vous inquiétez pas. Donc cœur de fer. Cœur de fer, en plus, on l'avait vu dans un des exercices. Cœur de fer. On a bien vu que c'était une métaphore. Ici, la métaphore, elle est construite sur quoi? Sur le fer, puisque, on va dire le groupe prépositionnel de fer, qui est ici une expansion du nom. Vous vous souvenez? Ça va donner une indication des caractéristiques sur le nom. Ici, cœur. Ce cœur, il est comment? Il est en fer. Est-ce que c'est possible? Non. Vous avez bien compris qu'il compare le cœur, enfin la matière du cœur, à une matière de fer. C'était une des plus simples à expliquer. Pourquoi? Tout simplement, là, vous avez compris dans le groupe qu'il a un cœur de pierre, quoi, de fer. Il a un cœur qui ne fonctionne pas, quoi, qui est rigide. Ça va traduire quoi dans l'interprétation? Puisque vous rappelez la méthode, on décrit ce que je viens de faire, j'explique, c'est ce que j'ai fait aussi, comment est construite la métaphore, et enfin, interprétation. Qu'est-ce qui se passe? Là, Pénélope est en train d'accuser Ulysse d'avoir un cœur de fer. Elle est en train de lui dire qu'il a pas de sentiments, il ne ressent rien, il est froid. Comment il peut la laisser dans l'absence? Comment il peut la laisser s'inquiéter alors qu'elle ne doutait pas de leur amour? Et là, en fait, à cause de ça, on a bien compris que dans la lettre, elle va commencer à douter de son amour. Enfin, surtout de l'amour d'Ulysse pour elle. Cœur de fer, tu te caches. Oui, c'est vrai. Là, il y a bien une personnification. Mais vous vous êtes un petit peu embrouillé. En fait, le cœur qui va se cacher, au-delà de la personnification, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt la synecdoque. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du tout, du corps, en fait, de Ulysse, qui est le cœur, et on va le prendre en sujet. Tu te caches. Tu, c'est le cœur. Donc ce cœur, il va aller se cacher. Ce cœur, c'est une partie d'Ulysse, et c'est ça la synecdoque. C'est une partie pour le tout, vous vous souvenez? Donc ici, la synecdoque, elle est utilisée pourquoi? Parce que la personne d'Ulysse n'est plus réelle dans son entièreté, on va dire. On n'est plus dans le personnage d'Ulysse. Elle est en train de le morceler, elle est en train de le découper, elle est en train d'analyser par tous les moyens pourquoi Ulysse a refusé de lui donner des nouvelles, de revenir auprès d'elle, alors qu'elle est si amoureuse et qu'elle ne doutait pas de son amour avant qu'il disparaisse comme ça. C'est ça qu'elle est en train de faire. Vous m'avez parlé des murailles de Phébus qui fussent encore debout. Et en fait, vous m'avez pas donné d'hypothèse. Donc ici, ce qui vous a manqué, c'était tout ça, les hypothèses. À quoi vous ont servi ces figures de style? Alors ensuite, j'arrive au groupe de Shainez, Sarah et Amélia. Alors vous n'avez... Enfin, si je me souviens bien de votre copie, j'ai pris des notes. Vous n'avez pas relevé cœur de fer, tu te caches, ou d'autres qui auraient pu être dans la lettre. Vous avez donc mis cette accusation se dissipe dans l'air directement, troisième strophe. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette accusation qui se dissipe dans l'air? Oui, effectivement, c'est une métaphore. On va comparer l'accusation, c'est l'accusation qu'on va comparer à un état gazeux. C'est pas, vous m'avez dit, si je me souviens bien, qu'elle était construite, la métaphore, sur accusation. Non, la métaphore, elle est construite sur le verbe se dissiper. Cette accusation se dissipe dans l'air. S'il n'y a pas le verbe se dissiper, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'image là. C'est l'idée abstraite, ici, l'accusation, qu'on va comparer à un état liquide, par exemple, qui deviendrait gazeux et qui se dissiperait dans l'air, sous la forme de vapeur. Comme vous l'avez très bien expliqué, ça. C'est juste par rapport à la construction de la métaphore. Bon, après l'hypothèse, à quoi ça sert de dire ça? On est, si je me souviens bien, donc à la troisième strophe.
Et la troisième strophe, qui ne sait rien d'autre que dégrossir la laine. Donc là, elle imagine ce que Ulysse pourrait dire à sa maîtresse. Et donc il parlerait de sa femme Pénélope de façon négative en disant que cette femme, c'est une rustaude. Donc Pénélope serait une rustaude qui ne sait rien faire d'autre que dégrossir la laine. Et ensuite, elle continue en disant « J'aimerais me tromper, que cette accusation se dissipe dans l'air fluide. » Donc là, vous avez compris que l'interprétation de cette métaphore, c'est quoi? Elle a dit quelque chose, et par cette image, elle fait en sorte que ce qu'elle a dit, son propos disparaisse. La métaphore même de l'évaporation, elle vaut pour ses mots, pour ses paroles. C'est-à-dire qu'ici, ce sont ses paroles qui s'évaporent. Je l'ai dit, mais je le retire de suite. Un peu comme quand on est gosse et qu'on joue là. Non, je retire ce que j'ai dit. Bah, c'est un peu ça. Sauf qu'elle l'a fait sous forme métaphorique. Ce qui, vous avez tous deviné, rend le texte beaucoup plus poétique. Alors ensuite, qu'est-ce que vous m'avez fait comme... Bah, il y avait toujours... ah oui, après vous avez plus rien trop pris et j'ai surtout eu donc un autre groupe qui m'a Zinedine, Abdul-Wahhab et Abderrahmane, vous avez plutôt fait une linéaire et il aurait fallu me faire l'hypothèse. Donc il y a beaucoup trop de choses, hein, je ne peux pas tout relever. Donc là, vous avez les corrections de vos figures de style, vous avez la méthode. Maintenant, je vais, parce ça fait déjà 16 minutes que je parle, ça va être trop, donc je vais essayer de prendre 5 minutes, c'est tout, pour vous développer ce que vous auriez pu dire et la conclusion. Alors, qu'est-ce que vous auriez pu rajouter comme figure de style? Vous aviez au vers 6, interrogé par moi 100 fois à ton sujet. Interrogé par moi 100 fois à ton sujet. Donc là, elle est en train de raconter, Pénélope, vous vous souvenez, qu'elle cherche des informations partout et elle va interroger 100 fois les gens. Et forcément, non, c'est une exagération là. Elle va pas le faire 100 fois par personne. Donc l'exagération, souvenez-vous, comme figure de style, c'est l'hyperbole. Elle exagère. Donc elle fait des métaphores sur donc des images, comme vous l'avez dit, sur le fait qu'il y a l'évaporation, des métaphores sur la dureté de son cœur, sur le morcellement d'Ulysse. Donc tout ça pour expliquer qu'elle est en train de chercher des raisons, des causes. C'est dit tout au début, je ne puis apprendre la cause. Elle va développer de façon hypothétique les causes durant toute la lettre de l'absence en fait de nouvelles de son mari. Donc toutes ces figures de style, ça c'est le groupe je crois de Chahinez là et Sarah et Amélia qui ont essayé de m'expliquer que ça avait participé à la poésie. Là il fallait rentrer dans le texte. Plus que la poésie, c'est la poésie qui va être au service de l'amour, de la souffrance, de thèmes en fait. Il faut que vous parliez de quelque chose. Ça peut pas être de la poésie pour de la poésie. Enfin si, ça peut être de la poésie pour de la poésie, mais là c'est pas le cas. Là ça sert à quelque chose. Ça sert à montrer sa souffrance en fait, son attente. Il y a aussi l'utilisation du conditionnel. Là je vous avais dit de vous focaliser que sur les figures de style. Mais si j'avais demandé une autre question sur le temps, vous auriez sur le temps ou les modes, là en l'occurrence, pardon, vous aviez le conditionnel. Vous aviez dans la deuxième strophe, ça commençait saurait, redouterait, rejoindrait. Ce sont des hypothèses, c'est-à-dire de l'irréel. Est-ce que ça aurait pu arriver? Si c'était arrivé, c'est pas sûr. Cette espèce d'hypothétique action, elle va traduire quoi? Bah, elle va traduire des hypothèses, justement. C'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. Elle va faire des hypothèses de l'absence de son mari, pourquoi il ne lui donne pas de nouvelles. Elle va se mettre en situation, en fait, où elle va se traiter de... les mots, vous avez, le champ lexical, là, il y a sottement, bête, je l'ignore. Tout ce qui est ignorance, sottise ou bêtise, tout ça, c'est pour dire qu'en fait, il y a... C'est pas comme nous on dit, elle est bête... elle sait rien. C'est vraiment pour sous-entendre qu'elle est dans l'ignorance totale. Elle n'a aucun indice.
Et là, après, elle se reprend également par rapport au fait de jeter son émotion. Vous avez remarqué les parenthèses? Il aurait fallu que vous m'en parliez de ces parenthèses. À quoi ça sert ces parenthèses? Enfin, si je vous avais posé la question, parce que moi je vous avais dit de rester sur les figures de style. Mais à quoi servent ces petites parenthèses? Vous avez remarqué qu'à l'intérieur de ces parenthèses, il y a le mot désir et le mot plaisir qui arrivent. Ça, c'est un indice aussi. Désir, plaisir, ça fait 20 ans qu'il est absent. Elle parle en troisième paragraphe, en troisième strophe, elle parle de son lit, dans lequel il faudrait qu'elle remplace Ulysse parce que son père l'y oblige. Bon, ça fait 20 ans en fait qu'elle n'a pas d'homme. Là, c'est clairement dit quand même. Enfin, clairement, de façon implicite, pas si clairement, c'est vrai. Mais elle a personne, elle n'a pas de mari. Et alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les hypothèses qu'elle va avoir? Première hypothèse, danger de mort. C'est comme vous attendez quelqu'un, il n'est pas venu, il m'a pas appelé, il m'a pas répondu, enfin, ou elle. Forcément, il lui arrive quelque chose. Sauf qu'avec les années, le danger de mort, avec aucune nouvelle qui serait arrivée, va se transformer dans l'attente, dans le désir et le plaisir, en supposition d'adultère. Tu me trompes. Et en plus, elle devient ironique, mais à travers ces mots, là, c'est plus l'auteur qui est ironique. Vous vous souvenez, il dit votre goût du plaisir est tel. Alors, pendant que je l'ai craint sottement, peut-être es-tu retenu, entre parenthèses, votre goût du plaisir est tel, par une amante étrangère. Là, elle dit moi, Chifo, je suis en train de m'inquiéter de tes morts, ou t'es blessé, quelque part. Alors qu'en fait, tout simplement, tu es retenu par quelqu'un d'autre et tu m'aimes plus, tu es parti. Alors là, il y a l'ironie de l'auteur, parce qu'il faut connaître l'histoire. Je vous rappelle que quand même, Ulysse, il a été vraiment prisonnier par la sorcière Circé, qui était tombée amoureuse de lui, et qui l'a retenu sur son île. Et effectivement, il a eu une amante, une maîtresse, parce que il a été retenu par Circé sur son île. Donc là, c'est un peu l'ironie de l'auteur qui arrive au vide. Il est au courant de l'histoire de Pénélope et d'Ulysse, et à l'intérieur de ce dialogue amoureux, hein, lui aussi, il note comme ça des petites de l'ironie pour rendre le texte plus subtil. Donc ça, on laisse de côté. C'était pour vous expliquer, c'était pas attendu dans votre devoir. Vous, c'était au moins, première hypothèse, quand même, les dangers de mort. Deuxième hypothèse, l'adultère. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Troisième strophe, qu'est-ce qu'on assoit ici? La fidélité de Pénélope. Ça cristallise son amour. C'est ce qui fait que Ovide est en train de chanter la louange de ce couple immortel de Pénélope et d'Ulysse, puisque vous connaissez tous la fin, normalement. Ulysse revient. Il arrive à revenir, et Pénélope lui est restée fidèle, avec cette fameuse histoire de tapisserie. C'est pour ça qu'elle parle de laine. Et sauf qu'elle n'est pas en train de dégrossir la laine normalement, hein, mais quand même, elle file elle file des tapisseries plutôt minutieusement. C'est pas de la grosse laine. Donc là aussi, il y a de l'ironie. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour attendre Ulysse, pour empêcher en fait de nouveaux mariages? Qu'est-ce qu'elle va faire comme idée? Elle va avoir quoi comme idée? Elle va dire à son père, si je me souviens, elle va dire à ses prétendants que tant qu'elle n'aura pas terminé cette tapisserie, donc à la main, elle ne pourra pas épouser quelqu'un d'autre. Et tous les soirs, elle défait la tapisserie, et tous les jours, elle recommence la tapisserie. Et elle va utiliser ce subterfuge jour après jour pour attendre Ulysse. Et Ulysse va revenir. Il va revenir à l'intérieur de la ville, transformé en vieillard, déguisé. Et il va se rendre compte que sa femme est fidèle, et c'est parce qu'il va se rendre compte qu'elle est fidèle qu'il va revenir sous sa vraie apparence et qu'il va se montrer sous sa vraie apparence à sa femme. Donc tout ça, c'est pas anodin quand on connaît l'histoire, mais quand on connaît pas l'histoire, quand on s'en souvient plus, qu'est-ce qu'il fallait relever? Comme je vous l'ai dit en tout début, hypothèse de lecture, grâce à toutes ces figures de style, ces champs lexicaux, le conditionnel, on est dans l'élaboration donc en conclusion, on est dans l'élaboration de quoi? De susciter une émotion, laquelle? La pitié. On est en train d'essayer de construire le personnage de Pénélope qui va nous susciter la pitié, à nous, lecteurs. On va s'identifier au personnage et on va, grâce à son discours éloquent dans lequel elle met de l'emphase, elle met des émotions, elle met des hyperboles, etc. Grâce à ce discours éloquent, on va créer un lien de sympathie avec elle, dans le sens où on va
s'imprégner du thème de la souffrance, de cet amour qui est causé par l'absence de l'être aimé. C'est ça qu'il fallait dire. Ça, vous étiez tout à fait capable de le dire. Peut-être pas avec des mots, je fais exprès d'utiliser un certain vocabulaire au fur et à mesure pour que vous l'appropriez, mais vous, avec vos propres mots, vous pouviez me dire, dans ce texte, Ovide fait parler Pénélope à Ulysse, qui est absent, grâce à une lettre d'amour. Ça, vous pouviez me le dire. La figure de style, si vous aviez choisi la métaphore, l'hyperbole, peu importe, elles servent à quoi? Alors, vous m'auriez expliqué à chaque passage, ce que j'ai fait tout à l'heure, et ensuite, vous m'auriez dit en conclusion que tout ça, ça servait à quoi? Eh bien, ça servait à m'expliquer que, à travers les hypothèses de Pénélope, on arrivait à voir en fait le couple légendaire qui était célébré de Pénélope et de Ulysse, la souffrance, l'amour, ces thématiques qui reviennent. Et puis quand même, si vous l'aviez remarqué, si vous aviez été jusque-là, vous pouviez me dire qu'il y avait l'ironie, qu'il y avait quand même des notes de l'auteur à l'intérieur de cette lettre. Voilà, donc ça paraît compliqué, mais franchement, vous faites des progrès. Ce n'est pas si compliqué. Jusqu'à la fin du mois de juin, je suis sûre que vous allez réussir à finaliser les hypothèses de lecture. Je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage pour le reste des choses à venir.